Ma mère gérait un blog Maman Parfaite de 500K abonnés. Mais elle m'a effacé, moi, son aînée. Lors d'une interview télé, j'ai débarqué avec un dossier de photos non retouché. Son agent a déchiré son contrat sur le champ. Je m'appelle Lison. J'ai 29 ans et la semaine dernière, j'ai regardé l'empire de ma mère s'effondrer en direct à la télévision nationale parce qu'elle a commis une erreur fatale. Elle a cru que je resterais invisible pour toujours. Vous avez probablement déjà vu son visage. Sybille Vasseur. La maman parfaite. Celle qui a écrit le best-seller sur la parentalité bienveillante, celle qui poste des photos de famille au ton pastel suivies par un demi-million de personnes. Mais il y a un détail qu'elle a oublié de mentionner à ses fans. Elle n'a pas 2 enfants, comme elle le prétend. Elle en a 3. Je suis l'aînée. Celle qu'elle a effacée. Littéralement gommée de chaque photo, de chaque souvenir, de chaque ligne de sa biographie. Pourquoi ? Parce que selon ses propres mots, j'étais invendable. J'étais la tache sur son tableau blanc immaculé. Elle pensait avoir tout sous contrôle. Elle ne savait pas que j'avais gardé les originaux. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans ce studio de télévision et comment une seule photo a détruit 20 ans de mensonges, s'il vous plaît, si vous aimez les histoires de justice et de vérité, prenez un moment pour vous abonner. Mais seulement si vous aimez vraiment ce genre de récit. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays nous écoutez-vous, et quelle heure est-il chez vous en ce moment ? J'adore lire vos réponses, cela me rappelle que je ne suis pas seule. Laissez-moi vous ramener 4 semaines en arrière, au moment où tout a basculé. Je travaille comme régisseuse générale dans un grand théâtre parisien. C'est un métier de l'ombre. Je porte du noir, je porte un casque, je vis dans les coulisses. Mon travail consiste à faire en sorte que les autres brillent sous les projecteurs pendant que je reste invisible. Si je fais bien mon travail, personne ne sait que je suis là. C'est ironique, non ? C'est le rôle pour lequel j'ai été entraînée toute mon enfance. Sauf qu'au théâtre, je suis respectée. Je suis celle qui résout les problèmes. Ce mardi-là, c'était le chaos. Une première représentation, un acteur principal qui avait le trac, un projecteur défectueux. J'ai géré la crise avec la précision chirurgicale qui me caractérise. Une fois le rideau tombé et les applaudissements éteints, je me suis réfugiée dans ma loge technique pour boire un café tiède. C'est là que j'ai entendu 2 habilleuses discuter. « Tu as vu le nouveau livre de Sybille Vasseur ?» demandait l'une d'elles, les yeux brillants. L'art d'aimer. C'est tellement inspirant. Elle parle de résilience, de comment elle a surmonté les épreuves pour construire cette famille idéale. Mon sang s'est glacé. Sybille Vasseur. Ma mère. Je n'avais pas prononcé ce nom à voix haute depuis 5 ans. J'ai posé ma tasse, les mains tremblantes, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé son nom. Les résultats ont inondé mon écran. Articles de presse, interviews, posts Instagram sponsorisés. Elle était partout. Sybille Vasseur révèle le secret de son bonheur familial dans son ouvrage le plus intime. J'ai cliqué sur le lien de précommande. La couverture était sublime, je dois l'admettre. Une photo prise sur une plage de l'île de Ré. Ma mère, vêtue de lin blanc, souriant avec cette douceur qu'elle réservait exclusivement aux objectifs. À ses côtés, mon père, Amaury, l'air protecteur. Et devant eux, mes frères et sœurs, Victoire, 22 ans, radieuse, et Marceau, 19 ans, le regard poétique. L'image même de la réussite bourgeoise. Pas une seule trace de moi. Pas une ombre. J'ai fait défiler l'écran jusqu'à l'extrait gratuit. La dédicace. À Victoire et Marceau, mes 2 soleils qui sont arrivés après la tempête. Et à mon petit ange, parti trop tôt, qui veille sur nous depuis les étoiles. Ton absence m'a appris la valeur de la présence. J'ai relu la phrase 3 fois. Mon petit ange, parti trop tôt. J'ai senti une nausée violente monter en moi. Elle ne s'était pas contentée de m'ignorer. Elle ne s'était pas contentée de me renier. Elle m'avait tué. Elle avait inventé une histoire de fausse couche ou de mort infantile pour justifier mon absence et, pire encore, pour susciter la pitié. Elle utilisait ma mort fictive pour vendre des livres. Je me suis regardée dans le miroir de la loge. J'ai touché la cicatrice fine au-dessus de mon sourcil gauche, souvenir d'une chute à vélo qu'elle n'avait pas jugé nécessaire de faire soigner par un médecin parce que ça coûtait trop cher à l'époque. J'étais bien vivante. Je respirais.
J'avais un travail, un appartement, une vie. Mais pour le monde entier, pour les 500 000 personnes qui buvaient ces paroles, j'étais un fantôme. Une fiction littéraire conçue pour augmenter les ventes. La colère a remplacé la nausée. Pas une colère chaude et explosive, non. La colère froide, méthodique, celle d'un régisseur qui réalise que le décor est en train de s'effondrer et qu'il va falloir tout reconstruire. Ou tout brûler. J'ai fermé mon téléphone. Le spectacle était terminé pour ce soir, mais le vrai drame ne faisait que commencer. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement du 11e arrondissement. C'est un petit 2 pièces que j'ai payé avec mon propre argent, chaque centime gagné à la sueur de mon front, sans jamais demander 1 euro à ceux qui m'ont mis au monde. L'endroit est à mon image, ordonné, fonctionnel, un peu sombre. Je suis allé directement dans ma chambre et je me suis agenouillé pour tirer une boîte en carton de sous mon lit. Je l'appelle la boîte noire. Comme dans les avions. C'est là qu'on trouve la vérité après le crash. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. L'adhésif était jauni. Je l'ai déchiré. À l'intérieur, il n'y avait pas de trésor. Juste des preuves. Des photos scolaires, quelques lettres et surtout, des impressions de photos que j'avais réussi à sauver avant de fuir. J'ai sorti une photo datée de décembre 2012. J'avais 15 ans. C'était l'année où le blog de ma mère, Sibyl Eco, a commencé à décoller. Elle avait obtenu son premier grand partenariat avec une marque de décoration scandinave. Elle voulait la photo de Noël parfaite. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. L'odeur de la cannelle synthétique qu'elle vaporisait dans le salon, la chaleur étouffante des projecteurs qu'elle avait installés. Victoire, qui avait 8 ans à l'époque, portait une robe en velours rouge. Marceau, 5 ans, était adorable dans son petit costume. Et moi, j'étais l'adolescente maladroite, trop grande, trop maigre, avec des cheveux indomptables et une expression que ma mère qualifiait de lugubre. Lison, souris bon sang. On dirait que tu vas à un enterrement, avait-elle crié, brisant l'ambiance féerique qu'elle essayait de créer. J'avais essayé. J'avais vraiment essayé de sourire. Mais comment sourire quand votre propre mère vous regarde avec autant de dégoût? Elle avait pris des centaines de clichés. Elle vérifiait chaque image sur l'écran de son appareil photoréflexe, zoomant sur mon visage, soupirant d'agacement. Finalement, elle avait posé l'appareil. Le silence dans la pièce était lourd. Mon père, Amaury, faisait semblant de ranger des décorations pour ne pas croiser mon regard. Écoute, Lison, avait dit ma mère avec cette voix calme et terrifiante qu'elle utilisait quand elle prenait une décision d'affaires. Ça ne va pas marcher. Tu détonnes. Ton visage, c'est trop dur. Trop complexe. Les gens veulent du rêve, de la douceur. Tu casses l'harmonie. Elle s'était approchée de moi, avait lissé mon pull avec une fausse tendresse, et avait prononcé le mot qui allait me hanter pour le reste de ma vie. Tu es invendable, ma chérie. Tu n'es pas marketable. Invendable. Comme un fruit pourri au supermarché. Comme un vêtement avec un défaut de fabrication. Elle avait sorti un billet de 50 € de sa poche, une fortune pour nous à l'époque, car nous n'étions pas encore riches. Tiens. Va au cinéma. Va faire un tour. Reviens quand il fera nuit. Nous allons refaire les photos juste avec Victoire et Marceau. J'avais pris le billet. Je n'avais rien dit. Je suis sortie dans le froid de décembre, sans manteau, et j'ai marché pendant des heures. Ce soir-là, quand je suis rentrée, la photo était déjà sur Facebook. Elle était parfaite. Maman, papa, Victoire, Marceau. Une famille unie, heureuse, baignée de lumière dorée. En légende, le plus beau cadeau, c'est d'être tous ensemble. Ma famille, ma vie. J'ai regardé cette photo imprimée que je tenais maintenant dans mes mains d'adulte. J'ai vu la version originale, celle que j'avais volée dans la carte mémoire de l'appareil avant de partir. J'étais là, sur le côté gauche. Mon sourire était timide, un peu triste, mais il était là. Et sur la version publiée, j'avais été coupé. Croppé. Le cadrage s'arrêtait juste à mon épaule. J'étais devenu un déchet numérique. Ce n'était pas la seule fois. C'était devenu la norme. Les vacances, les anniversaires, les réussites scolaires. Si j'étais sur la photo n'était pas publiée. Si je n'étais pas là, la légende parlait de famille au complet.
Peu à peu, j'ai compris que pour que l'entreprise de ma mère prospère, je devais disparaître. J'ai remis la photo dans la boîte. La douleur était toujours là, vive, coupante comme du verre. Mais cette fois, elle était mélangée à quelque chose de nouveau. J'avais la preuve. J'avais les originaux. Ma mère avait bâti un empire sur un mensonge, et elle venait de commettre l'erreur de publier ce mensonge dans un livre à tirage national. Elle pensait que j'étais invendable? Très bien. J'allais lui montrer que la vérité, elle, n'a pas de prix. Mais avant de pouvoir agir, j'avais besoin de savoir exactement jusqu'où elle était allée. Et pour ça, j'avais besoin d'aide. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Lison Vasseur? Je m'appelle Kenza. Je suis journaliste d'investigation. Nous devons parler de votre mère. Je ne le savais pas encore, mais cet appel allait être le début de la fin pour Sybille Vasseur. Nous nous sommes rencontrés dans un café bruyant près de République. Kenza ne ressemblait pas à l'image que je me faisais d'une journaliste. Elle était jeune, perçante, avec un regard qui semblait scanner mon âme à la recherche de faits. Elle n'a pas commandé de café. Elle a posé un dossier sur la table. Je vais aller droit au but, a-t-elle dit, sa voix tranchant le brouhaha ambiant. Je travaille sur une série d'articles concernant les dérives des influenceurs parentaux. Les fake gourous. Votre mère est en haut de ma liste. J'ai croisé les bras, sur la défensive. Pourquoi moi? Je n'ai aucun contact avec elle. C'est justement pour ça, a rétorqué Kenza. Elle a ouvert le dossier et a glissé une feuille vers moi. C'était une copie de mon acte de naissance, récupérée à la mairie de Nantes. Sybille Vasseur prétend avoir 2 enfants. L'état civil dit qu'elle en a 3. Vous êtes le secret le mieux gardé de l'industrie de l'influence française. Elle a sorti une tablette et a fait défiler des captures d'écran. Des commentaires supprimés sur le blog de ma mère, datant de 2013, où des voisins demandaient « Et la grande ? On ne la voit plus ?» Ces gens avaient été bloqués instantanément. Elle a effacé votre existence numérique avec une efficacité stalinienne, a commenté Kenza. Mais ce livre, c'est une autre étape. Elle monétise votre absence. Elle a inventé une tragédie pour se rendre intéressante. Kenza m'a montré les épreuves non corrigées du livre. Le chapitre 4 s'intitulait « Le deuil impossible ». J'ai lu quelques lignes. Ma mère y décrivait des funérailles qui n'avaient jamais eu lieu. Des larmes qu'elle n'avait jamais versées. Elle décrivait comment elle avait tenu sa petite main froide pour lui dire adieu. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, non pas de tristesse, mais de rage pure. Elle avait volé mon existence, et maintenant elle volait ma mort. Elle transformait ma vie, ma douleur réelle d'enfant rejeté, en un produit marketing glamour. Pourquoi me montrez-vous ça? Ai-je demandé, la voix rauque. Parce que son livre sort dans 2 semaines. Elle va faire la tournée des plateaux télé. Elle va pleurer sur commande devant des millions de gens en parlant de son ange disparu. Et elle va gagner des centaines de milliers d'euros grâce à ce mensonge. Kenza s'est penchée vers moi. La question est, allez-vous la laisser faire? J'ai regardé par la fenêtre. La pluie commençait à tomber sur Paris. J'avais passé 12 ans à construire une forteresse autour de moi. J'avais changé de ville, j'avais presque changé de nom d'usage. Je voulais la paix. Mais cette paix était basée sur le silence. Et le silence, comme je venais de le réaliser, ne protège que les coupables. Si je parle, ai-je murmuré, elle va me détruire. Elle a des avocats, de l'argent, une armée de fans. Je ne suis personne. Vous n'êtes pas personne, a dit Kenza fermement. Vous êtes la preuve vivante. Et croyez-moi, il n'y a rien qu'un public déteste plus que de se sentir dupé. Si nous frappons, nous devons frapper fort. Pas sur un blog obscur. Nous devons le faire là où elle se sent le plus en sécurité, sous les projecteurs. J'ai hésité. C'était terrifiant. Affronter ma mère, c'était affronter le monstre qui vivait sous mon lit depuis 20 ans. C'était risquer d'être traitée de menteuse, de folle, de jalouse. Je veux faire une pause ici et vous poser une question, à vous qui m'écoutez. Imaginez que vous êtes à ma place. Votre propre mère vous a non seulement abandonné, mais elle utilise votre mort fictive pour devenir riche et célèbre. Elle vend votre douleur.
Est-ce que vous resteriez caché pour protéger votre nouvelle vie tranquille? Ou est-ce que vous risqueriez tout pour faire éclater la vérité, même si cela signifie détruire votre propre famille? Dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai pris la bonne décision. J'ai regardé Kenza dans les yeux. J'ai pensé à la petite fille de 15 ans avec son billet de 50 €, errant seule dans le froid de Noël. Elle méritait d'être défendue. Je ne veux pas juste qu'elle soit démasquée, ai-je dit. Je veux qu'elle comprenne ce que ça fait d'être effacée. Kenza a souri, un sourire de prédatrice. Alors, j'ai un plan. Mais avant de mettre ce plan à exécution, il me restait une chose à faire. Une dernière vérification. Je devais appeler mon père. Je n'avais pas composé le numéro de la maison familiale depuis 5 ans. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone. J'ai espéré tomber sur le répondeur, mais après 2 sonneries, il a décroché. Allô? La voix d'Amaury. Mon père. Elle était plus âgée, plus fatiguée que dans mes souvenirs. C'est Lison, ai-je dit. Un silence lourd, épais, s'est installé à l'autre bout de la ligne. J'entendais presque sa respiration se bloquer. Lison. Il a chuchoté. Pourquoi chuchotait-il? Tout va bien? Non, papa. Tout ne va pas bien. J'ai vu le livre. J'ai vu ce que maman a écrit. J'ai entendu un bruit de fond, comme s'il fermait une porte précipitamment. Il se cachait. Il se cachait de sa propre femme pour parler à sa fille. Écoute, ma chérie, c'est compliqué, a-t-il commencé, sa voix toujours basse. Ta mère, elle est sous une pression énorme avec l'éditeur. Il voulait une histoire forte. Un angle émotionnel. Un angle émotionnel? J'ai failli crier, mais j'ai gardé ma voix froide, contrôlée. Elle a écrit que je suis morte, papa. Que je suis morte à la naissance. Tu as lu ça? Tu as laissé faire ça? C'est une métaphore, lisons. Une métaphore littéraire sur la perte du lien. Ne te fous pas de moi. C'est un mensonge. Elle vend ma mort pour acheter votre nouvelle maison de vacances à l'île de Ré. Il y a eu un autre silence. Plus long cette fois. J'avais touché juste. Je savais qu'ils avaient acheté cette villa l'année dernière. Je suivais les comptes Instagram de décoration qui en parlaient. Lisons, s'il te plaît, a-t-il supplié, et j'ai entendu la faiblesse pathétique dans sa voix. Ce contrat, c'est 100 000 €. Plus les droits d'adaptation. Nous avons des dettes. Les études de Victoire, l'école de commerce. Ta mère a travaillé dur pour ça. Tu as ta vie à Paris, tu ne manques de rien. Pourquoi venir gâcher ça maintenant? Personne ne fera le lien avec toi. Tu as changé, tu ne portes même plus notre nom sur tes réseaux sociaux. Les larmes que je retenais ont séché instantanément. C'était comme si une couche de glace recouvrait mon cœur. Donc, c'est ça mon prix? Ai-je demandé doucement. 100 000 €? C'est le prix pour lequel tu as accepté de vendre ta fille aînée? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais ce qui est le pire, papa? Ce n'est pas sa méchanceté à elle. On sait tous qu'elle est narcissique. Le pire, c'est à l'acheter à toi. Tu as vu tout ça. Tu as vu comment elle me traitait. Tu as vu comment elle me coupait des photos. Et tu n'as rien dit. Tu as choisi ton confort plutôt que ta fille. Je ne pouvais pas. Si, tu pouvais. Tu as juste choisi de ne pas le faire. Dis à maman que son ange lui passe le bonjour. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je me suis sentie vide, mais aussi étrangement libérée. Le dernier lien affectif qui me retenait venait de se rompre. Je n'avais plus de père. Je n'avais plus de mère. Je n'avais plus rien à perdre. Et une personne qui n'a rien à perdre est la personne la plus dangereuse au monde. J'ai rappelé Kenza. C'est bon, ai-je dit. On le fait. Mais j'ai besoin de munitions. Des munitions lourdes. Je sais où en trouver, a répondu Kenza. Tu te souviens de ta tante Muriel? Muriel. La sœur de mon père. La brebis galeuse de la famille. Celle qui vivait dans un HLM en banlieue, qui fumait des cigarettes roulées et qui riait trop fort.
Ma mère l'avait bannie de notre maison quand j'avais 10 ans parce qu'elle faisait tache dans le décor. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Pourquoi Muriel? Parce qu'elle a gardé quelque chose que ta mère a oublié. Elle a les archives. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais je sentais que la clé de ma vengeance se trouvait quelque part dans le passé, dans les souvenirs d'une femme que tout le monde avait méprisée. Je suis allée voir tante Muriel le lendemain. Elle habitait toujours dans le même petit pavillon en banlieue ouvrière, avec son jardin en friche et ses chats qui dormaient sur le perron. Quand elle a ouvert la porte, elle m'a reconnue tout de suite, malgré les années. Bon sang, Lison, a-t-elle soufflé, sa cigarette manquant de tomber de ses lèvres. Tu ressembles à ton grand-père. Entre vite. Sa maison était l'opposé de celle de mon enfance. C'était le désordre, ça sentait le tabac froid et la cuisine à l'huile, mais c'était vivant. Chaleureux. Il y avait des photos partout, scotchées sur le frigo, posées sur les étagères. Et surprise, j'étais sur ces photos. Des photos floues, mal cadrées, mais j'y étais. Je lui ai tout raconté. Le livre, le mensonge, la conversation avec mon père. Muriel a écouté sans m'interrompre, versant du café noir dans des tasses ébréchées. Quand j'ai fini, elle a écrasé sa cigarette avec une rage contenue. Sibylle. A-t-elle grogné? Cette femme est un poison enrobé de sucre glace. Je savais qu'elle finirait par aller trop loin. Ton père est un invertébré, mais ça, on le savait déjà. Elle s'est levée et s'est dirigée vers un vieux secrétaire en bois qui craquait. Tu sais, avant qu'elle ne devienne la maman parfaite sur Instagram, ta mère a essayé plein de trucs pour devenir célèbre. En 2005, elle voulait lancer une chaîne YouTube de conseils ménagers. Elle forçait ton père à la filmer. Elle pensait qu'elle allait devenir la nouvelle Martha Stewart. Elle a fouillé dans un tiroir et en a sorti un vieux disque dur externe, poussiéreux et lourd. Ton père m'avait donné son vieil ordinateur quand il en a acheté un nouveau pour le business de ta mère. Il avait oublié d'effacer les fichiers bruts. Les rushs. Ce qu'ils ont coupé au montage. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Muriel a souri, un sourire triste et vindicatif. La vérité, ma puce. La vérité sans filtre. Nous avons branché le disque dur sur mon ordinateur portable. Il y avait des dizaines de dossiers. J'ai cliqué sur une vidéo datée de 2007. J'avais 10 ans. L'image est apparue, granuleuse. C'était notre salon. Ma mère était là, plus jeune, moins sophistiquée. Elle portait un tablier. Elle souriait à la caméra. « Bonjour mes chéris, aujourd'hui nous allons apprendre à faire des cupcakes. » Soudain, dans la vidéo, on entend un bruit de verre brisé hors champ. Le sourire de ma mère disparaît instantanément. Son visage se tord dans une grimace de haine pure. Elle se tourne vers la gauche. « Mais c'est pas possible d'être aussi conne, hurle-t-elle. La voix est stridente, vulgaire. Lison. Tu as encore tout cassé. Tu le fais exprès pour gâcher ma vidéo, petite garce. La caméra bouge, mon père, qui filme, baisse le bras mais n'arrête pas l'enregistrement. On me voit, petite, recroquevillée près d'un bol cassé, terrorisée. Ma mère s'avance vers moi, menaçante. Dégage. Sors de mon champ de vision. Tu es laide, tu es maladroite, tu ne sers à rien. Va dans ta chambre et ne sors pas avant que je te le dise. La vidéo s'arrête. J'étais restée figée devant l'écran. J'avais oublié la violence de ces mots. J'avais oublié à quel point sa voix pouvait changer en une fraction de seconde, passant du miel au vinaigre. Il y en a d'autres, a dit Muriel doucement. Des heures de rush. Des insultes, des crises de nerfs, des moments où elle dit clairement qu'elle regrette de t'avoir eu parce que tu lui as fait prendre du poids qu'elle n'arrive pas à perdre. J'ai regardé ma tante. C'est de l'or, ai-je murmuré. C'est l'arme absolue. Attention, Lison, m'a prévenu Muriel. Si tu utilises ça, tu déclares la guerre totale. Il n'y aura pas de retour en arrière. Tu vas détruire ta famille. Ma famille est déjà détruite, tante Muriel. Je vais juste enlever les décombres. J'ai copié les fichiers. J'avais les photos avant ou après grâce à ma boîte noire. J'avais maintenant la vidéo grâce à Muriel. J'avais le témoignage de l'acte de naissance grâce à Kenza. Le puzzle était complet.
Il ne restait plus qu'à trouver la scène pour le présenter. Et Kenza avait déjà tout arrangé. L'émission s'appelait Vérité en face. C'était un talk show en direct, le vendredi soir. Très populaire. Ma mère y était l'invitée d'honneur pour le lancement de son livre. C'était le moment de mettre à profit mes compétences professionnelles. Je suis régisseuse. Je sais comment fonctionne un plateau télé. Je sais que tout repose sur le timing, la lumière et le son. Et ce vendredi soir, j'allais diriger le spectacle de ma vie. Les jours qui ont précédé l'émission ont été une frénésie de préparation froide et calculée. Je ne dormais presque plus, mais je n'étais pas fatiguée. J'étais alimentée par l'adrénaline. Kenza avait joué son rôle à la perfection. En tant que journaliste amie, elle avait suggéré à la production de l'émission de préparer une surprise pour Sibylle. Elle leur avait dit qu'elle avait retrouvé une ancienne voisine qui voulait témoigner de la bonté de Sibylle. La production, avide de moments émouvants, avait mordu à l'hameçon. Ils adoraient faire pleurer les invités. Ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir des larmes, mais pas celles qu'ils attendaient. De mon côté, j'ai activé mon réseau. J'ai appelé Jérôme, un ancien collègue qui travaillait maintenant à la régie vidéo de la chaîne. Je ne lui ai pas tout dit, juste que je voulais faire une blague à un ami et que j'avais besoin qu'il soit prêt à basculer la source vidéo sur mon signal à un moment précis. Jérôme me devait une faveur depuis que je l'avais couvert sur une grosse erreur il y a 2 ans. Il a accepté sans poser de questions. Tant que je ne perds pas mon job, lisons. T'inquiète pas, ça va faire de l'audience, lui ai-je promis. J'ai préparé ma tenue. C'était crucial. Ma mère avait construit son image sur des tons neutres, beige, crème, blanc cassé, gris perle. C'était sa signature visuelle. L'innocence, la pureté, le calme. Je suis allée dans une boutique vintage et j'ai acheté une robe. Rouge. Pas n'importe quel rouge. Rouge carmin. Vif, sanglant, agressif. Une couleur qui hurle. Une couleur qui ne peut pas être ignorée. Une couleur qui tranche violemment avec le beige. Je me suis regardée dans la glace. Avec mes cheveux noirs, ma peau pâle et cette robe rouge, je ressemblais à une vengeance incarnée. Je n'étais plus la petite fille maladroite. J'étais une femme forte. Le vendredi soir est arrivé. J'ai pris un taxi pour les studios de la Plaine Saint-Denis. J'avais mon dossier sous le bras et une clé USB dans ma poche. À l'entrée, mon nom n'était pas sur la liste des invités VIP, mais sur la liste technique, grâce à mes contacts. Je suis entrée par l'arrière. L'odeur familière des studios, poussière chaude, câbles électriques, lac pour cheveux m'a calmée. C'était mon territoire. J'ai retrouvé Kenza dans un couloir sombre. Elle était pâle. « Tu es sûre de toi ?» m'a-t-elle demandé. « Une fois que tu montes sur ce plateau, ta vie privée est finie. Tout le monde saura qui tu es. » Je n'ai plus rien à cacher, Kenza. C'est elle qui a des secrets. Nous avons regardé un moniteur de contrôle. L'émission commençait. Le générique a retenti. Les applaudissements ont éclaté. Et là, je l'ai vue. Ma mère. Elle était assise sur le canapé blanc des invités, rayonnante dans un ensemble en soie couleur sable. Elle tenait la main de mon père. Victoire et Marceau étaient assis à côté, souriants, parfaits. Une famille de catalogue. Nous recevons ce soir une femme exceptionnelle, a annoncé l'animatrice, une blonde au sourire éclatant. Elle a transformé son deuil en force. Voici Sibylle Vasseur, l'auteur de L'Art d'aimer. Ma mère a fait un petit signe de la main, humble, modeste. Merci de m'accueillir. Je suis tellement émue d'être ici. J'ai serré les poings. Profite bien, maman, ai-je murmuré. C'est ta dernière scène. J'ai mis mon oreillette. J'ai vérifié mon micro-cravate que j'avais caché dans le décolleté de ma robe. J'étais prête. Le spectacle pouvait commencer. Je me suis glissée dans l'ombre, juste derrière le décor, là où les techniciens s'affairent en silence. De ma position, je pouvais voir le plateau de profil. Les projecteurs étaient braqués sur ma famille, créant une bulle de lumière dorée autour d'eux, laissant le reste du studio dans la pénombre. L'interview a commencé doucement. L'animatrice posait des questions complaisantes, ma mère répondait avec des phrases toutes faites, rodées par des années de pratique. « Sibylle, votre livre est bouleversant », disait l'animatrice.
Vous parlez avec une honnêteté rare de la perte de votre premier enfant. Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Sibylle a pris une pause mélancolique, baissant les yeux juste assez pour que Cécile projette une ombre sur ses joues. C'était du grand article. C'est une douleur qui ne s'efface jamais vraiment, a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. Une performance digne d'un César. Chaque Noël, il y a un vide à table. J'imagine ce qu'elle serait devenue. Mon petit ange. Je pense qu'elle nous regarde de là-haut et qu'elle est fière de la famille que nous avons construite. J'ai failli vomir. Fière. Elle osait dire que j'étais fière. L'animatrice s'est tournée vers mon père. Et vous, Amaury? Comment soutenez-vous votre femme? Mon père a raclé sa gorge. Il avait l'air mal à l'aise, son regard fuyant vers le sol. Sibylle, le pilier de cette maison. Elle porte tout. Je ne fais que la suivre. Lâche. Jusqu'au bout. Puis, la caméra s'est tournée vers mes frères et sœurs. Victoire, Marceau, est-ce que c'est difficile de grandir avec l'ombre de cette sœur que vous n'avez jamais connue? Victoire a souri, un sourire figé. Maman nous en parle souvent. On a l'impression qu'elle est là, avec nous. C'était insupportable. Ils participaient tous à cette mascarade. Victoire savait que j'existais. Elle m'avait vu partir quand elle avait 10 ans. Elle avait choisi d'oublier pour préserver son confort. L'animatrice a repris la parole, son ton devenant plus confidentiel. Sibylle, vous dites dans votre livre que la transparence est la clé de l'éducation. Que vous ne cachez rien à vos enfants, ni à votre audience. Est-ce vrai? C'était le signal. La question piège que Kenza avait suggérée à la production, sous prétexte de montrer l'intégrité de Sibylle. Ma mère a redressé la tête, confiante. Absolument. Ma vie est un livre ouvert. Je n'ai aucun secret. C'est pour ça que ma communauté me fait confiance. Dans l'oreillette, j'ai entendu le réalisateur dire « Ok, préparez la surprise. » Caméra 3 sur l'entrée publique. C'était mon tour. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pensé à la petite fille de la vidéo, celle qu'on traitait de conne et de laide. Je l'ai prise par la main mentalement. On y va. On va leur montrer qui on est. J'ai fait un signe à Jérôme en régie. Il a levé le pouce. Je suis sortie de l'ombre. Je n'ai pas marché timidement. J'ai marché avec l'assurance d'une régisseuse qui vient régler un problème technique majeur. Mes talons claquaient sur le sol du studio. Ma robe rouge captait toute la lumière, brûlant la rétine au milieu de cet océan de beige. L'animatrice s'est tournée, surprise. Elle s'attendait à une vieille voisine inoffensive. Elle a vu une femme de 29 ans, flamboyante et furieuse. Le public a commencé à murmurer. Qui était-ce? Une fan dérangée? Une partie du spectacle? Je me suis arrêtée à 5 mètres du canapé. Le silence est tombé, lourd, total. Sibylle a levé les yeux. Son sourire s'est figé. J'ai vu la couleur quitter son visage. C'était fascinant à observer. La panique pure a remplacé la sérénité étudiée. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est entr'ouverte sans qu'aucun son ne sorte. Amaury a lâché la main de sa femme. Il s'est enfoncé dans le canapé comme s'il voulait disparaître. J'ai pris le micro que je tenais à la main. Ma voix était claire, calme, amplifiée dans tout le studio et dans des millions de foyers. Bonjour maman. Ton livre ouvert a oublié quelques pages, non? Le chaos a été instantané, mais contenu. C'est la magie du direct. Personne ne savait comment réagir. L'animatrice regardait sa fiche, puis la régie, cherchant des instructions. Les caméramens ont instinctivement houmé sur moi, attirés par le drame. Sibylle s'est levée d'un bond. C'est une erreur, a-t-elle bégayé, sa voix montant dans les aigus. Je ne connais pas cette femme. Sécurité. Où est la sécurité? Elle essayait de reprendre le contrôle, de me faire passer pour une folle. C'était sa stratégie habituelle, nier, attaquer, pathologiser l'adversaire. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai avancé d'un pas. Tu ne me connais pas? Ai-je demandé, un sourire glacial aux lèvres. C'est drôle, parce que tu viens de passer 20 minutes à parler de moi.
Je suis ton petit ange. Je suis celle qui est partie trop tôt. Sauf que je ne suis pas partie dans les étoiles, maman. Je suis partie prendre le métro. Un murmure choqué a parcouru le public. L'animatrice a senti le scoop du siècle. Elle a fait un signe à la sécurité de ne pas intervenir. Attendez, a dit l'animatrice. Vous prétendez être la fille de Sybille Vasseur? Celle qui est décédée? Je prétends être sa fille aînée, Lison. Et je suis très vivante. J'ai été effacée, pas enterrée. Sybille tremblait visiblement maintenant. Elle ment. C'est une stalker. Elle est obsédée par ma famille. Regardez-la, elle est instable. Elle s'est tournée vers le public, cherchant du soutien, jouant la victime terrorisée. C'est effrayant, s'il vous plaît, faites-la sortir. Victoire pleurait, de vraies larmes cette fois, de panique. Marceau regardait ses chaussures, rouges de honte. Instable, ai-je répété. Tu as toujours dit que j'étais trop sombre, trop difficile, invendable. C'est pour ça que tu m'as coupé de toutes les photos, n'est-ce pas? Parce que je ne collais pas à ton esthétique beige et parfaite. Tu dis n'importe quoi, a crié Sybille, perdant son sang-froid. Tu n'as aucune preuve. C'était exactement ce que j'attendais. Des preuves? J'ai levé mon dossier vers la caméra. J'en ai plein. Mais les images parlent plus fort que les mots. J'ai regardé droit dans l'objectif de la caméra principale. Régie, s'il vous plaît. Jérôme a lancé la séquence. L'écran géant derrière le canapé des invités a changé. L'image bucolique de la couverture du livre a disparu. À la place, 2 photos sont apparues côte à côte. À gauche, la photo célèbre du blog Noël 2012. La famille parfaite de 4 personnes. À droite, la photo originale. Moi, Lison, 15 ans, debout à gauche, l'air triste, tenant un sac poubelle que ma mère m'avait demandé de sortir juste avant le clic. Le public a halté. La superposition était parfaite. On voyait clairement la ligne de coupure. On voyait le bras de mon père qui avait été retouché pour cacher mon épaule. Ce n'est que du Photoshop, a hurlé Sybille, mais sa voix manquait de conviction. N'importe qui peut truquer une photo. Et ça, ai-je continué. Est-ce qu'on peut truquer ça? La vidéo a changé. C'était le fichier de tante Muriel. Le son a explosé dans le studio. La voix stridente de Sybille, jeune et furieuse, dégage. Sors de mon champ de vision. Tu es laide, tu es maladroite, tu ne sers à rien. Tu me fais honte. Sur l'écran géant, on voyait le visage déformé par la haine de la maman parfaite hurlant sur une enfant terrorisée. Le contraste avec la femme élégante et douce assise sur le plateau était si violent que c'en était physique. Sybille s'est assise brutalement, comme si on lui avait coupé les jambes. Elle a porté les mains à sa bouche. Il n'y avait plus de déni possible. Sa voix, son visage, sa cruauté étaient exposés en haute définition devant la France entière. Amaury a caché son visage dans ses mains. J'ai baissé mon micro, juste assez pour que ma voix reste audible mais intime. Tu as dit que j'étais invendable, maman. Tu avais raison. Je ne suis pas un produit. Je suis une personne. Et la vérité sur ce que tu m'as fait, ça, tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas le retoucher. Et tu ne peux pas l'effacer. Le silence dans le studio était assourdissant. Personne ne bougeait. Même les techniciens avaient arrêté de respirer. C'était la mort d'une idole en direct. L'animatrice, qui avait repris ses esprits, s'est tournée vers Sybille. Son ton n'était plus complaisant. Il était glacial, journalistique. Sybille, avez-vous une explication? Est-ce votre fille sur cette vidéo? Sybille a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a regardé autour d'elle, cherchant une issue, un allié. Elle a regardé son mari, qui refusait de lever la tête. Elle a regardé ses enfants, qui s'écartaient d'elle physiquement sur le canapé. C'était hors contexte, a-t-elle finalement chuchoté. J'étais jeune, j'étais stressée. Et le livre, a insisté l'animatrice. Vous avez écrit qu'elle était morte. Vous avez inventé des funérailles. C'est aussi hors contexte? Sybille n'a pas répondu.
Les larmes coulaient sur son visage, mais cette fois, elles ruinaient son maquillage parfait. C'étaient des larmes de peur. Soudain, il y a eu du mouvement au premier rang du public. Une femme en tailleur strict s'est levée. C'était Madame Deval, l'agente littéraire de ma mère. Une femme redoutable, connue pour faire et défaire des carrières. Elle avait le visage fermé, dur comme de la pierre. Les caméras ont pivoté vers elle. Elle ne s'est pas souciée du protocole. Elle a monté les 3 marches qui menaient au plateau. Elle tenait un exemplaire du contrat d'édition dans sa main. Elle s'est arrêtée devant Sibylle. Madame Deval, a tenté Sibylle, une lueur d'espoir dans les yeux. Dites-leur. Dites-leur que c'est une incompréhension. Madame Deval a regardé avec un mépris absolu. Sibylle, notre maison d'édition ne tolère pas la fraude. Vous avez signé une clause de moralité et de véracité. Vous avez vendu une autobiographie basée sur un mensonge abject. Devant 3 millions de téléspectateurs, Madame Deval a pris le contrat à 2 mains. Crarac. Le bruit du papier déchiré a résonné dans le micro. Elle a déchiré le contrat en 2, puis en 4, et a laissé les morceaux tomber aux pieds de ma mère comme des confettis funèbres. Le livre est annulé. La sortie est stoppée. Et attendez-vous à ce que nos avocats vous contactent pour récupérer l'avance. Vous êtes finie, Sibylle. Madame Deval s'est tournée et est partie sans un regard en arrière. C'était le coup de grâce. L'exécution publique. Sibylle s'est effondrée. Elle ne jouait plus. Elle sanglotait, recroquevillée, ruinée. L'empire de la maman parfaite, construit sur 12 ans de mensonges et de photos retouchées, venait de s'évaporer en moins de 10 minutes. Je suis restée là, au milieu de la scène, ma robe rouge vibrant sous les projecteurs. Je ne ressentais pas de joie. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais juste un immense soulagement. Le poids que je portais depuis mon adolescence venait de disparaître. Je n'étais plus invisible. J'avais repris mon existence. L'animatrice a rendu l'antenne précipitamment. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Dès que le signal OFFR s'est allumé, le plateau est devenu une fourmilière. Les techniciens couraient, les producteurs criaient. Mon frère, Marceau, s'est levé. Il a regardé sa mère en pleurs, puis il a regardé vers moi. Il a hésité une seconde, puis il a traversé le plateau. Il est venu vers moi. Il était plus grand que dans mes souvenirs. Il avait les yeux rouges. Lison, a-t-il dit doucement. Salut, Marceau. Il m'a prise dans ses bras. C'était une étreinte maladroite, désespérée. Je suis désolé, a-t-il murmuré contre mes cheveux. Je savais qu'il manquait quelqu'un. Je suis désolé d'avoir été un lâche. Tu n'étais qu'un enfant, Marceau. Ce n'est pas ta faute. J'ai regardé par-dessus son épaule. Victoire était toujours assise, figée, regardant le vide. Ma mère était entourée par des assistants qui essayaient de la faire sortir par l'arrière. Mon père était assis seul, la tête dans les mains. J'avais détruit ma famille. Mais comme l'avait dit tante Muriel, j'avais surtout nettoyé les décombres. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Si vous pensiez que le drame s'arrêterait à la fin de l'émission, vous vous trompez. C'était juste le début de la chute libre. L'extrait de l'émission est devenu viral en moins d'1 heure. Le hashtag maman toxique et hashtag je suis Lison ont été en tête des tendances Twitter, X, en France pendant 3 jours. Les mêmes comparant le visage angélique de ma mère à son visage hurlant dans la vidéo ont inondé Internet. Les conséquences pour Sibylle ont été immédiates et brutales. Le lendemain matin, tous ses sponsors l'ont lâché. La marque de décoration scandinave, la marque de lait bio, la marque de vêtements pour enfants, tous ont publié des communiqués pour se distancer d'elle. Nous ne soutenons pas ces valeurs, disait-il. C'était l'hypocrisie du business, mais ça m'arrangeait. Son compte Instagram a perdu 300 000 abonnés en 48 heures avant qu'elle ne le passe en privé, puis qu'elle le désactive complètement. Les commentaires étaient devenus un tribunal populaire. Les gens ne pardonnaient pas le mensonge sur la mort d'un enfant. C'était la ligne rouge. Mais le coup le plus dur est venu de la justice. Des associations de protection de l'enfance ont porté plainte pour violences psychologiques se basant sur les vidéos. Une enquête a été ouverte. Et ma famille ?
Mon père, Amaury, a essayé de m'appeler. Une fois. J'ai écouté son message vocal. Il pleurait. Il disait qu'ils allaient perdre la maison de l'île de Ré, qu'ils étaient ruinés, que les avocats de l'éditeur réclamaient 50 000 € d'avance. Il me demandait si je pouvais les aider, ou au moins parler à la presse pour calmer le jeu. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Il ne s'excusait pas de m'avoir abandonné. Il s'excusait parce qu'il n'avait plus d'argent. J'ai bloqué son numéro. Marceau a tenu parole. Il a quitté la maison familiale 2 jours après l'émission. Il est venu à Paris. Il dort sur mon canapé depuis une semaine. Il a apporté sa console de jeu et un sac de vêtements. Pour la première fois, on apprend à se connaître. Il me raconte comment c'était de vivre dans le musée de Sibylle, où on n'avait pas le droit de toucher aux coussins pour ne pas les froisser. Il me dit qu'il se sentait étouffé. Victoire, elle, est plus compliquée. Elle m'a envoyé un message long et confus. Elle m'en veut d'avoir humilié maman, mais elle admet qu'elle a toujours su qu'il y avait quelque chose de pourri dans leur vie parfaite. Elle a besoin de temps. Je lui en donnerai. Quant à moi, je suis retournée au théâtre le lundi suivant. J'avais peur des regards. Mais quand je suis arrivée en coulisses, mes collègues ne m'ont pas posé de questions. Le chef machiniste m'a juste tapé sur l'épaule et m'a dit « Belle robe rouge, Lison. Ça te va mieux que le noir. » J'ai compris qu'il savait et qu'il me soutenait. Je n'étais plus la fille invisible. J'étais respectée pour ma force. Hier soir, j'ai organisé un dîner chez moi. Il y avait Marceau, tante Muriel, qui a apporté une bouteille de champagne bon marché mais délicieux, et Kenza. Ce n'était pas un dîner parfait. Mon appartement est petit. J'avais un peu brûlé le gratin dauphinois. Il y avait des cartons de Marceau dans le coin du salon. Personne n'était habillé en beige. On riait fort, on parlait la bouche pleine, on racontait des blagues nulles. À un moment, Marceau a sorti son téléphone. On fait une photo? J'ai eu un réflexe de recul. Je déteste les photos. Mais j'ai regardé les visages autour de moi. Muriel avec sa cigarette, Kenza avec son sourire fier, Marceau avec ses cheveux en bataille. Ce n'était pas une image marketing. C'était la réalité. Ok, j'ai dit. Mais on ne la retouche pas. On s'est serré. J'étais au milieu. Pas sur le côté. Pas coupé. Au centre. J'ai regardé la photo après. J'y ai vu ma cicatrice sur le front. J'y ai vu mes cernes parce que je n'avais pas beaucoup dormi. J'y ai vu une tache de sauce sur ma chemise. Et je me suis trouvée belle. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Ma mère voulait créer une image parfaite en éliminant tout ce qui était complexe, sombre ou difficile. Mais la vie, la vraie vie, est faite de ses imperfections. C'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous rend réels. Elle m'avait appelé invendable. Elle avait raison. On ne peut pas vendre une âme. On ne peut pas vendre la vérité. On ne peut que la vivre. Sibylle est seule aujourd'hui, dans une grande maison vide qu'elle va devoir vendre, entourée de ses livres invendus et de ses photos mensongères. Elle a son esthétique parfaite, mais elle n'a plus personne pour la regarder. Moi, j'ai mes cicatrices, mon appartement en désordre, et une famille recomposée, un peu bancale, mais sincère. Je ne suis plus un fantôme. Je suis Lison. Et c'est largement suffisant. Voilà mon histoire. C'est l'histoire de la fille qui a refusé d'être effacée. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être vécu des choses similaires. Peut-être pas à la télévision nationale, peut-être pas avec une mère influenceuse, mais le sentiment est le même. Le sentiment de ne pas être assez bien. D'être le mouton noir. D'être celui ou celle qu'on cache. Je veux vous dire une chose, ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas défectueux. Vous n'êtes pas invendable. Vous êtes juste né dans une famille qui ne savait pas apprécier votre valeur unique. Ne les laissez pas écrire votre histoire. Ne les laissez pas vous croper de votre propre vie. Vous avez le droit d'exister, avec vos défauts, vos colères, vos cicatrices. Vous avez le droit de prendre la lumière. J'ai fait un choix difficile. J'ai choisi la vérité brutale plutôt que la paix mensongère. Certains diront que c'était une vengeance cruelle. D'autres diront que c'était de la justice. Et vous, qu'en pensez-vous ?
J'ai vraiment besoin de lire vos avis. Ai-je raison de détruire la carrière de ma mère pour récupérer mon identité? Ou aurais-je dû pardonner et passer à autre chose? Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne et ça permet à mon histoire d'être entendue par d'autres moutons noirs qui ont besoin de courage. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires. Et surtout, partagez votre propre histoire dans les commentaires. Je lirai chacun d'entre vous. Nous ne sommes plus invisibles. Nous sommes légion. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, soyez l'original, jamais la copie retouchée. À bientôt.